Voilà. Donc, en introduction, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de généralités au final sur cette journée, mais donc les aplasies médulaires de façon générale ont tout en commun d'être caractérisées par des cytopénies centrales en rapport avec une raréfaction du pool de cellules souches hématopoïétiques. Et c'est des maladies globalement rares. L'incidence est assez mal connue. On estime entre 1,5 et 2 par million d'habitants par an, avec deux pics, un qui est l'adolescent, jeune adulte, et l'autre qui sont plutôt après 60 ans, avec une petite prépondérance féminine sur ce deuxième pic. Et donc, il y a une distinction entre les formes constitutionnelles qui sont liées à un déficit intrinsèque de la cellule souche hématopoïétique, des formes acquises, qui globalement sont, à l'exception des formes dites toxiques ou idiosyncrasiques, qui sont exceptionnelles, qui sont toutes des maladies immunologiques qui ont une physiopathologie assez proche. Et donc, on distingue au sein de ces aplasies acquises immunologiques les formes associées à un clonage PN, dont la prévalence varie en fonction du seuil que vous mettez pour votre clonage PN. Quand on avait des tests de mauvaise sensibilité en cytométrie de flux, on disait que c'était 30%. Maintenant qu'on a des tests de cytométrie de flux qui ont une bien meilleure sensibilité et qu'on peut détecter des clones inférieurs à 0, inférieur à 1%, on va dire, on sait qu'on est plutôt de l'ordre de 50% de formes associées à des clonages PN. Les aplasies dites post-hépatitiques, qui sont relativement rares, et puis des aplasies associées à d'autres maladies auto-immunes ou des formes dites de la grossesse qui sont là aussi très rares. Mais toutes ces aplasies dites immunologiques ont un mécanisme commun et sont prises en charge exactement de la même façon. Pour vous donner une petite idée en termes d'historique, globalement, on connaît l'aplasie médulaire depuis la fin du 19e siècle. Il faut savoir que le premier cas décrit dans la littérature, c'était une femme enceinte, et que depuis cette époque, effectivement, il y a eu beaucoup de recherches, mais ça a surtout explosé, on va dire, au début des années 90-2000. C'est des maladies sur lesquelles il était difficile de travailler parce que forcément, on n'a pas beaucoup de matériel dans la moelle, donc c'est pas très simple de faire. Donc, il a fallu avoir des techniques, on va dire, plus robustes et plus fines pour avancer. Mais il y a toujours eu 3 hypothèses qui sont discutées. C'est le côté dysimmunitaire, le côté déficit intrinsèque de la cellule souche hématopoïétique et puis le micro-environnement. Sur l'aspect, on va dire, immunologique, un des premiers éléments qui étaient très en faveur de cette hypothèse date des années 70. Vous savez peut-être que les premières greffes de moelle osseuse dans le monde ont été faites en France chez des patients qui avaient des aplasies médulaires, mais qui étaient liés à des accidents d'irradiation. Et il y avait des modèles murins à l'époque, mais ça n'avait jamais été fait chez l'homme. Et suite à cet accident d'irradiation, il y a 7 personnes qui avaient été irradiées excessivement. Ils ont fait les premières greffes. Et donc, dans les suites, on a développé la greffe de moelle dans les leucémies et dans les aplasies. Et en fait, ils se sont rendus compte que des patients qui avaient eu un conditionnement qui était à base de SAL et d'endoxan sortaient en autologue, alors que la greffe avait été rejetée et reconstituait une hématopoïèse autologue. Et c'est de ça qu'est venue l'hypothèse que ce soit une maladie immunologique sensible aux immunosuppresseurs et qu'ont été développés tous les protocoles qu'ont suivis, que Édouard vous a montré, SAL, SAL plus cyclo, tout ça. Donc, la première chose, c'est une maladie qui est sensible aux immunosuppresseurs. Et ça, c'est un des arguments les plus importants qu'on a toujours eu pour penser que c'était une maladie immunologique. Là, j'ai résumé un peu, on va détailler tout ce qui est les différentes grandes étapes qui ont conduit à ce qu'on connaît et ensuite les choses un peu plus récentes. Donc, globalement, dans les années 80, on a pu montrer que dans le sang et la moelle de ces malades, on mettait en évidence des lymphocytes T activés en excès et que c'était spécifique des patients qui avaient une aplasie médulaire non constitutionnelle, qu'on ne retrouvait pas la même chose dans les autres insuffisances médulaires. Et surtout que quand les patients étaient en réponse, on ne retrouvait plus ces populations cellulaires, alors que quand ils rechutaient, on les retrouvait. Ensuite, il a pu être montré que ces lymphocytes T avaient un répertoire T qui était biaisé. Quand on regardait
les zones CDR3, et qu'on a mis l'hypothèse qu'il y avait soit une expansion, soit une prolifération oligoclonale de cellules T. C'est le cas, notamment, c'était pu montrer sur les CD4 en particulier. Et ce qui a pu être montré à l'époque, c'est que ces cellules T, elles étaient capables d'avoir un effet cytotoxique sur les CD34 des patients, et que ça, c'était c'était dans un contexte HLA restreint. Donc, il y avait vraiment ces populations, enfin, ces lymphocytes T qu'on identifiait dans la moelle des patients, étaient capables d'inhiber la prolifération et la maturation des précurseurs hématopoïétiques. Donc, vraiment la démonstration du mécanisme humain médié de ces aplasies médulaires. Pour revenir sur cette restriction du répertoire, on voyait très bien que les patients, une fois qu'ils étaient en réponse, on retrouvait un répertoire non biaisé. Ensuite, ce qui a pu être fait, et ça je vous disais qu'il fallait enfin avoir des techniques qui permettaient d'étudier des petites quantités de matériel, c'est des patients qui sont en aplasie, donc on a une moelle qui est assez difficile à aspirer, donc peu de matériel. Ces techniques ont permis de comparer les profils d'expression génique des cellules CD34 des patients par rapport à des contrôles, et puis aussi des lymphocytes T. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que les cellules souches de ces patients ont un profil d'expression de gènes qui est surexprimé de gènes de l'apoptose, de la mort cellulaire, et alors que effectivement les lymphocytes T, c'est plutôt un profil d'activation de cytotoxicité avec des marqueurs une expression des gènes de homing intramédulaire. Pour renforcer ça, il y a quelques études qui se sont intéressées à regarder des polymorphismes, pour regarder s'il y avait certains polymorphismes qui pouvaient être plus fréquemment observés, et notamment celui de gène de l'interféron gamma. Et ils ont pu montrer que les patients qui avaient une aplasie médulaire, il y avait des polymorphismes qui étaient de l'interféron gamma, qui étaient plus fréquemment retrouvés que dans la population générale, qui pouvaient, on va dire, participer au surrisque sur-risque observé dans cette population. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il y a eu des études, ça c'était le NIH dans les années 2000-2010, qui s'est intéressé à regarder les profils de ces lymphocytes TCD4, et qui a pu mettre en évidence qu'il y avait une diminution à la fois quantitative, mais aussi profil qualitatif, fonctionnel, des lymphocytes T régulateurs chez les patients qui avaient une aplasie médulaire par rapport au contrôle. Et ça, c'était le travail que Régis avait fait quand il était au NIH en 2009, de mémoire, 2009-2010. C'était de regarder sur une cohorte de patients au diagnostic, à la réponse, ou chez les patients qui n'avaient pas répondu, les profils d'expression TH17 et cellules T régulatrices chez les patients atteints d'aplasie médulaire par rapport à des contrôles. Et ce qui a été montré, c'est que clairement, il y avait un excès de cellules TH17, une diminution en valeur absolue et en proportion de Treg, et que quand on regardait le ratio Treg et TH17, clairement, ce ratio était très inversé chez les patients par rapport au contrôle, et que les patients qui étaient en rémission, au moment de la rémission, retrouvaient des profils normaux, alors que les mauvais répondeurs gardaient des profils anormaux. Donc, clairement, des données qui, petit à petit, ont conduit à confirmer que l'aplasie médulaire est bien liée à une idiopathique, en tout cas acquise, à une maladie dysimmunitaire qui est liée à une activation anormale des lymphocytes T contre les progéniteurs hématopoïétiques. Qu'est-ce qu'on sait du lien avec l'HPN? Donc, on vous répète toujours, l'aplasie et l'HPN, c'est extrêmement lié, c'est la même maladie, tous les HPN ont une aplasie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, et un des premiers arguments pour penser que ces deux maladies étaient liées, c'est que l'HPN, c'est une maladie encore plus rare que l'aplasie, et pourtant, on vous l'a dit, en cytométrie de flux, il y a 50% des patients aplasie qui ont un petit clone HPN. Alors, juste l'incidence de l'HPN, c'est très, très compliqué parce qu'en plus, ça dépend du seuil.
qui vous dit est-ce que je prends les patients qui ont une maladie hémolytique, une vraie HPN hémolytique qui nécessite un traitement, ou si vous prenez tous les malades qui ont un clone en cytométrie de flux, forcément, vous n'avez pas du tout les mêmes nombres de patients. Donc, c'est encore plus compliqué en termes de… Mais bon, il y a quand même clairement un lien qui est extrêmement fort. On sait qu'il y a à peu près 20% des patients HPN qui ont un antécédent d'aplasie médulaire et 25% des patients HPN qui vont évoluer vers une aplasie médulaire qui va nécessiter un traitement. Puis on sait aussi autre chose qui est important, c'est qu'au moment où on traite les patients et qu'ils se mettent en rémission, c'est dans les 6 mois qui suivent, c'est vraiment une période où il y a un risque très élevé que le clone HPN augmente et nécessite une prise en charge thérapeutique. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que Régis vous a déjà raconté tout à l'heure, d'un point de vue physiopathe sur le lien entre les mutations PIGA et le phénotype hémolytique. Mais ce qui est important, c'est de savoir que, d'une part, ces expansions, entre guillemets, anormales de lymphocytes T qu'on retrouve chez les patients aplasie, on retrouve les mêmes expansions et les mêmes anomalies du répertoire chez les patients atteints d'HPN. Et de manière similaire, dans les aplasies post-hépatitiques, il a pu être montré qu'on retrouve les mêmes lymphocytes de profil anormal dans le foie des patients. Donc, il y a vraiment un mécanisme qui est extrêmement proche. Ce qui a pu être montré, et c'est ce que vous a montré Régis aussi, c'est quand on regarde les CD34 PIGA plus ou moins, on voit que ce n'est pas des cellules qui ont un avantage de prolifération. Par contre, c'est des cellules qui se comportent normalement, alors que les cellules qui sont PIGA non mutées chez les patients ont un profil d'expression anormal. Finalement, c'est les cellules PIGA mutées qui se comportent le plus normalement chez ces patients. L'autre chose qu'on sait, c'est qu'un patient, on peut trouver des clones HPN à 0,0001% quand on regarde des gens qui n'ont aucune maladie, mais on sait que ça ne persiste pas. Donc, il faut qu'il y ait un contexte particulier pour que ces clones HPN persistent et prennent, entre guillemets, s'expandent. Il faut savoir que la seule autre situation où on trouve des clones HPN, finalement, c'est les maladies myéloprolifératives, les SMP et les SMD, les SMD et SMP, sans qu'on sache si le mécanisme est le même que, si le mécanisme qui favorise l'expansion est le même que dans l'aplasie. Je ne parle pas de patients qui auraient eu une aplasie qui a évolué vers un SMD ou SMD, mais on a quelques patients qui, au diagnostic de SMD, ont un clone HPN qui est très important et qui sont hémolytiques, et on ne sait pas si c'est exactement le même mécanisme ou si c'est forme d'hématopoïèse clonale qui serait, on va dire, survenue par hasard chez ces patients. Donc ça, je vais passer… Tac, tac, tac. Donc, il y a vraiment un lien. Ça, je vais passer parce que Régis vous en a déjà parlé. Vous voyez, on a les mêmes diapos. En fait, on se pique nos diapos. Alors, j'ai vu qu'il m'avait piqué les miennes. Mais en fait, à la base, c'est moi qui lui avais piqué les siennes. C'est pas grave. Et voilà, ça, c'était aussi, voilà, ce que je vous montrais, les profils d'expression génique. Vous voyez que ça, c'est les cellules normales, ça, c'est les cellules PIGA déficientes, et ça, c'est les cellules non PIGA mutées chez un patient HPN. Et finalement, c'est ces cellules-là qui sont le plus proches en termes de profils d'expression génique. Donc, clairement, elles ont un avantage relatif chez les patients atteints d'aplasie médulaire. Donc, depuis déjà au moins une vingtaine d'années, ce monsieur, Luzzatto, a émis l'hypothèse que finalement, dans un contexte où les cellules souches hématopoïétiques sont la cible d'une attaque immunologique due au lymphocyte T, les cellules PIGA mutées ont un avantage relatif de prolifération, permettent à ces cellules mutées d'échapper à cette réaction anormale du système immunitaire, ce qui explique leur expansion. En fait, c'est une hématopoïèse c'est une évolution clonale qui donne un avantage. C'est un peu, on en revient à ce que disait Jean ce matin, entre l'adaptation, c'est un peu de la maladaptation, c'est-à-dire que ça permet de sauver l'hématopoïèse, mais au prix des conséquences qui sont l'hémolyse et l'anémie et le risque de thrombose. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant acquis depuis de nombreuses années en termes d'hypothèse, pourquoi il y a un lien entre l'aplasie et l'HPN. Par contre, il y a plein de choses qui restent entre guillemets en point d'interrogation.
c'est finalement, dans ces aplasies acquises, quelle est la cible de la réponse immunitaire? Est-ce qu'il y a un antigène? Est-ce que cet antigène est GPI ancré, ce qui expliquerait que les cellules HPN puissent échapper à la réponse immunitaire? Ou alors, est-ce que c'est un allo-antigène et qu'il y a une réponse immunitaire croisée? C'est ce que pourrait laisser suggérer les aplasies post-hépatitiques. Est-ce que c'est une hépatite finalement? Et puis ensuite, il y a une réponse, c'est un effet bystander sur les cellules hématopoïétiques. Il y a d'autres gens qui pensent qu'il pourrait y avoir des anomalies moléculaires au niveau des lymphocytes T qui soient responsables de cette réponse immunitaire T anormale, ou à l'inverse, que finalement, c'est peut-être que les cellules souches ne sont pas tout à fait normales, et c'est pour ça qu'il y a une réponse immunitaire anormale qui se met en place. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de génétique, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques de prédisposition à cette réponse immunitaire anormale? On a 3 familles, par exemple, où on a une aplasie médulaire immunologique acquise, parfois liée à un HPN, associée à un clone HPN, il y a des post-hépatitiques, il y en a plein qui ont répondu aux immunosuppresseurs, enfin, chacun, il y en a qui ont été greffés, donc on ne sait pas, mais clairement, on a 3 familles où sur 2 générations, on a une aplasie médulaire. Le père, le fils, la mère, le fils. Donc, il y a quand même probablement des facteurs génétiques favorisants. Après, il y a toute la question de l'évolution clonale. Tous les patients, on vous a dit que tous les patients qui avaient une aplasie médulaire constitutionnelle quasiment étaient à risque de développer un SMD ou une leucémie. Est-ce que le risque qu'on observe dans les formes acquises est juste lié au déficit du pool de cellules souches hématopoïétiques avec une hématopoïèse de stress qui fait qu'il y a une hématopoïèse clonale qui se met en place et qu'on augmente le risque qu'il y ait des événements additionnels? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on parlait de cette potentielle anomalie intrinsèque de la cellule souche qui finalement explique qu'il y a un risque d'évolution clonale? Ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire qui pourraient favoriser la survenue de ces événements additionnels qui conduisent aux hémopathies malignes? Il y a eu… je suis allée trop vite. Non, voilà. Il y a un papier qui a été très important rétrospectivement et qui a donné lieu à énormément de travaux qui sont en cours et qui viennent d'être publiés. C'est ce papier de 2011 où ils sont intéressés à regarder les anomalies cytogénétiques qu'on observait chez les patients. On sait depuis de très nombreuses années qu'il y a une fréquence anormalement élevée de délétion au niveau du 6, au niveau du 6P, donc qui est un locus qui n'est pas anodin puisqu'il porte les gènes du CMH. Et donc, ils ont regardé sur cette cohorte de patients traités par immunosuppresseurs pour des aplasies médulaires quelle était la fréquence, et ils se sont intéressés à regarder quelle était la fréquence aussi des patients qui avaient une perte d'expression des molécules du HLA sur les leucocytes circulants. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 13% des patients qui avaient une perte d'expression des molécules du HLA en cytométrie de flux sur les polynucléaires, et que cette proportion de cellules augmentait après immunosuppression. En parallèle, ils ont regardé les différentes molécules HLA qu'on retrouvait chez les patients atteints d'aplasie médulaire par rapport à la population contrôle, et ils se sont rendus compte qu'il y avait clairement un biais avec certaines molécules qu'on retrouvait à une fréquence qui était totalement anormale par rapport à ce qui était attendu. Et de tous ces éléments, ils ont émis l'hypothèse que chez ces patients qui perdaient l'expression du CMH en cytométrie de flux, que ce soit lié à une délétion 6P ou à d'autres mécanismes qu'on ne voyait pas forcément, parce que ça ne correspondait pas à 100%. La perte d'expression des molécules du CMH pouvait être, comme l'HPN, un mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire anormale observée dans l'aplasie. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par la suite, donc je ne vais pas toutes vous les présenter, mais une de celles qui est très intéressante, c'est cette étude qui a été publiée par Zaimoglu en 2021 sur une grosse cohorte de 540 patients
adultes-enfants traités par immunosuppression. Ce qu'ils ont pu montrer, c'est que quand on regarde ces patients qui ont une perte d'expression des molécules du HLA qu'on retrouve en cytométrie de flux, ça peut être soit par des mutations des gènes du HLA, ça peut être soit par une perte d'hétérozygosie au niveau du locus 6P, soit les deux associés dans plusieurs populations différentes, enfin, dans plusieurs mécanismes différents. Ça représente quasiment un quart des patients. Donc, c'est une proportion quand même très importante de patients. Et puis, ce qu'ils ont regardé aussi, c'est là aussi la fréquence relative pas des polymorphismes, mais des allèles HLA, des allèles retrouvés chez cette population. Et là encore, ils retrouvaient un biais très important. Et puis, ce qu'ils ont montré, c'est que ce n'était pas du tout chez un individu non compatible avec le fait d'avoir une perte d'expression des molécules du CMH en cytométrie de flux, ce n'était pas du tout exclusif de l'HPN, mais qu'au niveau unicellulaire, on ne retrouve pas les deux dans une même cellule. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme d'échappement ou l'autre peuvent cohabiter dans le sang d'un patient, mais pas au niveau d'une cellule. Ce qui signifie qu'il y a clairement, c'est l'image d'en bas, là, où on voit vraiment les cellules HPN et puis les cellules qui ont perdu le HLA, qui sont clairement mutuellement exclusives. Voilà, ça c'est dans cette étude, ils ont regardé aussi quels étaient les facteurs associés à certaines ces molécules HLA qui étaient surreprésentées. Là, c'était les classes 1. Et donc, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que clairement, il y avait ceux qui étaient 14-02, on ne les retrouvait que chez les patients de plus de 40 ans, comme les 7-02, qui étaient plutôt chez les patients plus âgés. Et ce qu'ils ont montré aussi, c'est qu'il y a certains haplotypes qui étaient associés à un risque. Enfin, les haplotypes, ce n'est pas vraiment des haplotypes, mais certains allèles qui étaient associés à un risque d'évolution clonale plus important, et que si on associait l'âge, parce qu'on sait depuis très longtemps, et c'est corroboré par ces études-là, que les patients plus âgés ont un risque d'évolution clonale plus important. Le fait d'être plus âgé, d'être réfractaire, c'est des choses qui sont connues, mais si on rajoutait ces allèles HLA particuliers, on avait des patients à très haut risque d'évolution vers un syndrome myélodysplasique. Et là, vous voyez, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu montrer sur ces études que les cellules qui étaient à l'origine de la monosomie 7, elles venaient du clone HLA qui n'exprimait plus le HLA. Donc, potentiellement, un mécanisme d'échappement, mais un mécanisme là encore de maladaptation qui favorise qui augmente le risque d'évolution clonale. Est-ce que parce que la perte du CMH augmente, plutôt diminue la possibilité d'immunosurveillance qui existe par le système immunitaire? C'est aussi une possibilité. Donc, ce qui a pu être montré, c'est que si on regarde l'évolution de ces clones qui n'expriment plus le CMH après immunosuppression chez les patients qui répondent, on voit que l'évolution n'est pas du tout similaire à celle de l'HPN. Les clones HPN, on sait qu'ils ont tendance à monter. Là, ces clones qui ont perdu l'expression des CMH, ils peuvent rester stables ou parfois ils ont tendance à diminuer, mais il n'y a pas de, c'est pas une coévolution, en tout cas, il n'y a pas de similarité. Ça, c'est une autre étude, c'est intéressant parce que je vous disais, il y a des mutations des gènes du CMH qui diminuent l'expression, il y a ces pertes d'hétérozygosie. Et là, ils se sont intéressés à regarder la perte d'expression sur les progéniteurs hématopoïétiques du HLA-DR, donc des classes 2, chez des patients qui avaient des aplasies médulaires traitées par immunosuppresseurs. Et donc, ils se sont rendus compte, en fait, a posteriori, mais que on retrouvait une perte d'expression sur les cellules hématopoïétiques de ces molécules HLA-DR, mais que c'était restreint, vous voyez, à des patients qui sont HLA-DR15, on sait que c'est un facteur de risque, qui sont cyclodépendants et qui ont des clones, qui avaient des clones HPN plus souvent. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont regardé, c'est que là, ce n'est pas du tout des mutations, d'accord ? Il n'y a pas de mutation sur les gènes HLA-DR15 acquises qui expliquent la perte d'expression, mais puisque, en fait,
en présence d'interférons, ils arrivent à le faire réexprimer. Donc, en fait, visiblement, c'est un mécanisme épigénétique. Donc, il y a encore d'autres mécanismes, entre guillemets. Il n'y a pas que les mutations, il n'y a pas que des évolutions clonales, il y a des mutations épigénétiques qui permettent d'induire cette perte d'expression de certaines molécules HLA. Donc, vraisemblablement, il y a encore d'autres mécanismes d'échappement qui sont différents de ceux qu'on a pu observer. Alors ça, c'est une étude qui a été faite aussi, c'est une étude américaine, donc sur une cohorte de patients, une grosse cohorte de patients atteints d'aplasie, enfin surtout une bonne cohorte de patients atteints d'aplasie médulaire, qui est comparée à des patients qui ont des leucémies syndromyélodysplasiques, des patients qui ont des maladies auto-immunes, pour regarder en fait la divergence allélique des molécules HLA, en particulier des classes 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il y a ces patients, enfin il y a cette surreprésentation de certains allèles HLA chez les patients atteints d'aplasie médulaire par rapport à la population générale. Et donc la question c'était c'est lié à la présentation peptidique. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est que dans cette cohorte, ils ont regardé les allèles à haut risque et ils ont effectivement vu que quand on prenait les allèles à haut risque qui avaient été identifiés, on les retrouvait chez 55% des patients à aplasie ou HPN versus 39% dans la population générale, qui avaient beaucoup plus souvent une homozygosie pour ces allèles, et que le fait d'avoir des allèles à haut risque était associé plutôt à un âge de survenue de l'aplasie plus tardif, à la présence d'un clone HPN et au fait de répondre au traitement immunosuppresseur. Et donc, ils ont comparé, entre guillemets, la poche de présentation peptidique de tous ces allèles surreprésentés. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont tous structuralement une poche de présentation qui est extrêmement proche, c'est-à-dire qu'il y a une faible divergence allélique et donc en pratique, ils sont, entre guillemets, susceptibles de présenter les mêmes peptides. C'est-à-dire que le fait d'être porteur de ces allèles fait que immunologiquement, on va présenter les mêmes peptides, on va avoir tendance à présenter les mêmes peptides. Et globalement, plus la divergence allélique était faible par rapport à l'allèle le plus souvent représenté chez ces patients, plus ils retrouvaient un risque d'avoir une survie diminuée, une évolution clonale ou une évolution vers un HPN. Une autre chose qui est intéressante, c'est que dans cette étude, ils ont regardé la diversité du CDR3, du répertoire des lymphocytes T par le CDR3, et ils se sont intéressés à regarder des séquences V-bêta dont dans la littérature, on savait qu'elles étaient associées à l'auto-immunité, à des maladies auto-immunes, diabète, thyroïdite, tout ça. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que chez les patients, on pouvait identifier plein de clones qui étaient, enfin, entre guillemets, plein de petits clones, mais qui présentaient ces expansions de cellules, cellules T qui présentent ces séquences V-bêta caractéristiques de l'auto-immunité. Donc, vraiment, un lien entre l'expansion de ces clones, mais la réactivité anormale d'immunité et la maladie aplasie médulaire. Voilà. Tac, ça, hop. Une autre étude qui est intéressante, juste parce que c'est une étude où ils sont intéressés non plus à regarder, pas regarder le cas du NGS sur les cellules myéloïdes, mais à regarder la recherche de mutations plutôt dans les cellules lymphoïdes. Donc, est-ce qu'il y a des mutations dans les lymphocytes T, un peu comme ce qu'on a pu vous montrer entre guillemets dans les LGL avec les mutations de STAT3. Et donc, déjà, ils montraient qu'il y avait effectivement plus de variants, on retrouvait un nombre plus important de variants dans les lymphocytes T des patients atteints d'aplasie médulaire, soit CD4 ou CD8 par rapport aux patients, au contrôle. Et puis, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que chez 75% des patients versus 40% de la population générale, on retrouvait au moins
une mutation dans un gène de la voie JAK-STAT dans les lymphocytes des patients. Donc, possiblement un mécanisme, entre guillemets, lié à des anomalies moléculaires des lymphocytes T. Donc ça, c'est un cas d'un patient avec une mutation STAT3, donc ces mutations qu'on retrouve dans les LGL, qu'ils ont retrouvés chez un patient avec aplasie médulaire dans les lymphocytes T, et puis vous voyez la mutation, l'évolution du clone après traitement immunosuppresseur. Et il y a des études, mais j'ai toujours rien vu chez l'homme, donc c'est mauvais signe. Sur Clinical Trial. Il y a des études du NIH qui regardent chez les traitements des inhibiteurs de JAK dans l'aplasie médulaire chez la souris. Voilà. Une autre chose qui a beaucoup agité, entre guillemets, la communauté aplasie depuis plusieurs années, c'est le versant myéloïde et notamment l'identification en NGS chez les patients atteints d'aplasie médulaire et d'HPN, comme dans les myélodysplasies ou dans l'hématopoïèse clonale, enfin les chips, enfin les hématopoïèses clonales, l'identification de mutations somatiques acquises, de gènes connus pour être associés aux hémopathies malignes. On a pu mettre en évidence que c'est extrêmement fréquent, c'est très fréquent, ça c'est les données de Race qui montrent que vous voyez au diagnostic, il y a une proportion importante de patients qui ont des mutations somatiques et que ça augmente au cours du temps. Il n'y avait pas de différence entre les deux bras, c'était la question posée, mais ça donne déjà une idée d'un panel de qu'est-ce qu'on a. Donc, c'est une majorité des patients qui ont des mutations somatiques. Et ce qui a pu être montré, c'est que en dehors de certaines mutations qui sont associées à un surrisque d'évoluer vers un SMD ou une aplasie, comme des NMT3A, SXL1 et RUNX1, la plupart sont associés à un risque, ne sont pas associés à un risque particulier, voire les mutations de PIG-A, de BICOR et de BICOR-L1 sont associées plutôt à un bon pronostic. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à ces anomalies moléculaires et leur rôle. Et quand je vous disais, est-ce que finalement, il n'y a pas des anomalies intrinsèques à la cellule souche hématopoïétique qui sont à l'origine d'une réponse, de la réponse immunitaire anormale qui induit l'aplasie? C'est la question que certains posaient et que, voilà. Après, il y a des formes, il y a toute la question des formes frontières, et c'était un peu ce que Édouard vous montrait tout à l'heure, entre SMD hypoplasique, aplasie, c'est pas très simple, surtout si on se base sur le nombre sur les événements somatiques additionnels. Ce qu'on sait, par exemple, par contre, c'est que clairement, quand on regarde, ça c'est un travail c'est une collaboration entre Cleveland et Saint-Louis. Si on regarde les patients qui ont une évolution vers des syndromes myélodysplasiques ou des leucémies aiguës après une aplasie médulaire ou un HPN, on a clairement des profils très particuliers de type, entre guillemets, SMD secondaire à d'autres hémopathies, avec beaucoup de monosomie 7, des mutations d'ASXL1, de RUNX1, et clairement des profils défavorables, avec, vous le voyez, en termes de survie, des données qui sont extrêmement mauvaises. L'incidence cumulative dans cette étude, c'était 13% à 10 ans de SMD-LAM, et les facteurs de risque, c'était l'absence de réponse au traitement immunosuppresseur, l'âge et le fait d'avoir une aplasie non sévère et de ne pas être traité aussi qui ressortait. Globalement, pour l'instant, ces données restent encore limitées par le fait qu'on n'a pas de suivi, on n'a pas de cohorte où on a une idée de qu'est-ce que deviennent les mutations au cours du temps. Est-ce qu'il y en a qui disparaissent? Est-ce qu'il y en a qui apparaissent? Enfin, voilà, est-ce que toutes les données qui ont été faites jusqu'à présent, elles sont de l'extrapolation à partir d'un point T, enfin, d'un point d'extrapolation du potentiel de la potentielle architecture clonale, mais on n'a aucune idée réelle
de ce que deviennent ces mutations dans le temps et de ce qu'il faut faire chez un patient quand vous avez une mutation AXL1 à 5% chez un patient qui a un HTPN, ce qu'il faut le greffer. Moi, j'ai une patiente qui a une mutation IDH2 depuis le diagnostic sur un HPN. Initialement, elle était à 43%, elle a une NUM très bien, elle a une sœur géno-identique, elle a moins de 40 ans, est-ce qu'il faut la greffer? Pour l'instant, on n'a rien fait, elle ne s'en porte pas plus mal. Et c'est un petit clone qui a tendance à diminuer, parce que forcément, maintenant qu'on l'a trouvé, on le suit. J'ai dû faire des myélogrammes plus souvent que les autres. Mais voilà, on n'a pas d'idée réelle dans le temps de l'évolution de ces mutations. On sait juste, voilà, je vous disais qu'il y a quand même chez les patients qui ont des mutations entre guillemets défavorables dont on a parlé, il y a quand même un risque qui est confirmé de progression vers une hémopathie myéloïde qui est plus fréquent. Donc, en conclusion, on sait qu'il y a des facteurs au moins on va dire, de surrisque pour certains patients, pour certaines molécules HLA de classe 1 et de classe 2, il y a un surrisque lié à ces allèles de développer une aplasie médulaire. Malgré tout, ça en fait pas on va dire une cause, parce qu'on le voit bien quand vous greffez quelqu'un en géno, vous le greffez avec les mêmes marqueurs, le même terrain en termes de génotype HLA, et pourtant, il ne redéveloppe pas d'aplasie médulaire derrière. Donc, clairement, ce n'est pas la cause, mais probablement, malgré tout, il y a un rôle dans la survenue de ces maladies. La présentation antigénique est très vraisemblablement impliquée dans la pathogénèse de l'aplasie médulaire. Est-ce que c'est parce que certains peptides qu'on n'aurait pas identifiés favorisent, sont plus facilement présentés par ces molécules HLA que par d'autres? Voilà. Mais ça, on n'a pas encore de réponse à ces questions. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement plus de mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire qu'on ne le pensait, et notamment, il y a l'HPN en est un, mais évidemment, la perte d'expression des molécules du CMH en est un autre, qu'il y a des réponses qui sont visiblement adaptées et des réponses qui sont moins adaptées et qui vont probablement favoriser l'évolution clonale. Voilà. En termes de prise en charge thérapeutique et diagnostique, on sait que l'HPN, Régis vous l'a dit, est dans 99,99% des cas associé à une aplasie idiopathique. Je dis ça parce qu'on a un ou deux cas qui dépassent quand même, qui nous embêtent, qui nous posent problème. Mais en médecine, il n'y a jamais de 100%. La perte d'expression, la perte d'hétérozygosie en 6P est probablement un autre marqueur qui va avoir un intérêt en termes de classification des malades entre je vais direct au traitement immunosuppresseur sans attendre, ou je dois faire un bilan constite. Mais encore une fois, on a vu qu'il y a d'autres mécanismes. Alors, est-ce qu'il faut regarder plutôt l'expression du CMH en cytométrie de flux? Mais ce n'est pas très simple, surtout quand vous avez une aplasie médulaire très sévère et que vous avez 3 monocytes et 2 PN dans votre tube. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il y a un risque, clairement, il y a des risques d'évolution clonale qui semblent plus importants avec certains allèles HLA, ce qu'il va falloir orienter la prise en charge thérapeutique en fonction de ça. Et je vous disais qu'il y a l'impression qu'il y a aussi une augmentation du risque chez les patients qui ne sont pas traités pour des aplasies médulaires modérées. Est-ce qu'il faudrait les traiter? Point d'interrogation. Et voilà. Et puis, comme on a quand même, une fois qu'on a utilisé le Revolade, la cyclo, on est un peu limité quand même en termes thérapeutiques si le malade n'est pas greffable. Donc, on aimerait bien avoir des nouveaux médicaments. Donc, on espère qu'il y a des choses qui vont sortir. On parlait des modulateurs des Treg, que ce soit il y avait des l'IL2 ou des anticorps qui ciblent le récepteur à l'IL2, qui sont en cours d'étude, et on espère qu'il y aura d'autres choses. Tout ça
tout ça, c'est pour vous rappeler qu'il y a un lien très, très fort entre l'aplasie et l'HPN et qu'il faut faire tous les ans chez les patients qui n'ont pas été greffés, même s'ils ont une NUM qui ne montre pas d'hémolyse, tous les ans et demi, ce n'est pas une urgence s'il n'y a pas d'hémolyse évidente. Mais on a des patients qui clairement ont été diagnostiqués avec un Budd-Chiari alors qu'ils avaient 80% de clone HPN 5 ans après une aplasie médulaire. Et si on avait vu le clone HPN augmenter, on se serait posé des questions sur les anomalies du bilan hépatique, on n'aurait pas attendu qu'ils soient au bord du TIPS pour faire le diagnostic. Donc, ce n'est pas juste pour la recherche, c'est que voilà, quand on les voit venir, on anticipe le traitement. Quand ils commencent à avoir les LDH qui commencent à monter, on les traite avant qu'ils fassent la thrombose. Et c'est quand même, en termes d'indication thérapeutique, l'objectif, c'est de les traiter avant qu'ils fassent la thrombose et qu'ils aient les complications derrière. Faire attention que mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire. Donc, quand les patients sont en train de répondre, ils peuvent sortir un clone HPN et ça a tendance à augmenter tout doucement. Mais moi, j'ai vu des patients passer de 0,5 à 80% en moins de 6 mois. Donc, il faut faire attention parce que plus ça augmente vite, plus ils vont se mettre à hémolyser rapidement. Tous les patients qui ont un HPN ont un risque d'évolution vers l'aplasie médulaire, même s'ils ont une NUM normale au début. Et on en a qui ont fait aplasie, HPN, aplasie. Puis après, on a fait greffe parce qu'on trouve ça commençait à faire beaucoup. Mais voilà, il y a vraiment possibilité de passer de l'un à l'autre. Le risque d'évolution clonale est très proche dans ces deux maladies. Plutôt chez les sujets âgés, plutôt chez les sujets qui ne répondent pas, mais on a des patients qui ont eu des évolutions avant même d'être traités pour l'HPN ou pour l'aplasie, sur des aplasies modérées et chez des jeunes, donc tout est possible et c'est pour ça que nous, on leur fait des myélogrammes tous les 18 mois ou si majeure leur cytopénie avant de changer de traitement. Faites très attention aux grossesses chez les femmes. Certes, les anticompléments dans l'HPN ont permis de réduire de façon majeure le risque de complications liées aux thromboses chez les femmes enceintes, mais toute grossesse est susceptible d'être associée à une rechute ou de la survenue d'une aplasie médulaire chez une femme qui a une aplasie ou une HPN. Donc, il faut leur dire déjà et les prévenir que dans 50% des cas, elles récupèrent à la fin de la grossesse leur état à peu près antérieur. Puis dans 50% des cas, il va falloir les traiter. Nous, il y en a une, là, on en a une qui a été greffée hier. Elle a accouché le 24 avril. Compliqué la greffe avec un nourrisson de 6 semaines. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Hein. Souvent, elles ont 70 000 plaquettes à la première grossesse. Et puis, elles descendent jusqu'à l'accouchement, puis elles remontent, puis elles redescendent, et puis à un moment, elles ne remontent plus. Donc, il faut vraiment les prévenir que ce n'est jamais dénué de risque. Malheureusement, même si on est le fait d'être en RC après l'immunosuppression est plutôt protecteur quand elles ont été traitées avant, mais il n'y a pas du tout de zéro risque. Et puis, je vous disais, si votre patient a une aplasie, il faut le greffer en géno s'il a une indication de greffe, parce que c'est ce qui protège le plus des complications à long terme de ces deux maladies. Voilà, toujours garder en mémoire quand un patient fait un truc qu'on ne comprend pas au risque d'évolution clonale. Donc ça, c'est les courbes de l'étude GCSF, ADGAM, cyclo plus ou moins GCSF. Donc, vous voyez à peu près 10% à long terme d'évolution clonale. Et ça, c'est le papier de Michael aussi sur les patients HPN traités ou pas traités. Vous voyez que c'est pareil, là, on est à moins longtemps en termes de... Mais il y a un risque... alors, quand on dit évolution clonale, là, c'est des SMD LAM. Ce n'est pas un petit clone qui se balade et dont on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions et je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair? Le HLA, tout ça, c'est clair? Bon, après, il y a encore plein de trucs. Il y a encore plein de trucs. Il y a des papiers qui se contredisent, qui ne retrouvent pas exactement les mêmes allèles qui sont surexprimés, parce que les populations ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a des études qui sont faites au Japon, plutôt sur des sujets âgés, il y en a qui sont faites chez les patients caucasiens, plutôt chez les enfants, donc forcément, les proportions ne sont pas les mêmes, les allèles retrouvés ne sont pas les mêmes. Mais bon, il y a quand même globalement une dynamique et des données qui sont concordantes pour penser que clairement la présentation antigénique a
un rôle majeur dans la survenue de cette maladie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Par contre, je ne vais plus avoir de batterie là. Est-ce qu'il y a une part de SAM dans la pathologie de l'aplasie chez les patients HPN? Non, globalement, il n'y a pas de SAM. Il n'y a pas d'hémophagocytose et il n'y a pas Non, c'est plutôt, on va dire que ce n'est pas des défauts de face, c'est plutôt des activations de la voie face, enfin des voies face ligand qui expliquent, on va dire, l'apoptose excessive des progéniteurs hématopoïétiques. Chez les patients asiatiques, les particularités, c'est essentiellement les doses de certains médicaments et dont notamment le Revolade. Je ne sais pas si c'était pour l'HPN ou pour l'aplasie, mais il faut faire attention à l'adaptation de certains médicaments. Et dans l'HPN, s'il y a une particularité, c'est qu'au Japon, ils ont mis en évidence des polymorphismes du C5 qui rendent les patients complètement résistants au ravulizumab et au leculizumab. Ils avaient des patients qui étaient totalement réfractaires, qui ne bougeaient pas sous anti-C5. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un polymorphisme qui faisait que l'anticorps ne se liait pas au C5. Et donc, ces malades, ils sont par contre sensibles au crovalimab, qui cible un antigène qui est différent du C5, du RAVU et de l'écu. Voilà, c'est les deux particularités de la prise en charge des patients asiatiques. Voilà, eh bien, on va arrêter l'enregistrement. Et à 16h48,